Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recommandation lecture de 3 gros pavés. Avec les jours qui se rallongent, j'espère que vos lectures vont aussi le faire. Et pour cela, je veux vous recommander 3 livres qui vont vous ouvrir à d'autres univers. Et nous commençons tout de suite avec mon favori, le grand roman russe. Discutable. Mon grand roman russe, Anna Karénine, de Léo Tolstoï. Espérons qu'il reste en place. Pour moi, ce livre est le meilleur de Tolstoï. N'ayant pas lu tous ses livres, c'est un peu fort de dire ça, mais j'ai un tel attachement à Anna Karénine et tous les personnages qu'il rassemble que je ne peux imaginer un livre mieux construit que celui-là. Mais pourquoi ? Probablement parce que, ici, l'auteur nous offre un roman d'une sincérité et d'une exigence envers lui-même qui est très forte. Il nous confie tout, de ses plus grandes erreurs à ses plus belles découvertes, de son histoire d'amour à ses réflexions philosophiques et religieuses, mais aussi à sa vision de la société et ce qui fait pour lui ce qu'est une bonne vie. À la fin du XIXe siècle, la Russie se questionne sur l'idée du divorce. De cette idée sociétale, Tolstoï nous tire un roman de 1087 pages au cours duquel il va explorer les désastres familiaux des Karénines. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les personnages parce qu'une des choses intéressantes dans les romans russes, c'est quand même de comprendre qui est associé avec qui et comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Mais ici, Léon ou Léo, je ne sais jamais en français ce qu'on a décidé, Tolstoï, il dénonce les mœurs néfastes de son temps. Corruption, vie à la ville, inutilité de la classe bourgeoise et aristocrate car elle ne prend pas en considération ses responsabilités du point de vue de la société. Elle refuse de travailler à la campagne et préfère passer ses après-midi et ses soirées dans des salons à boire et manger, ce que les pauvres paysans ne pourraient même imaginer. On y sent une sorte de dénonciation du retrait de la vie de la campagne vers la ville. Je ne sais pas s'il offre ou s'il développe, mais en tout cas, il parle de ce qui est pour lui une belle vie. On le voit très facilement par l'arc narratif, puisque tout ce qui est lié à la campagne, aux mœurs chrétiennes, est plébiscité, tandis que tout ce qui est lié à l'argent, la fête et les salons est montré du doigt et les personnages en deviennent presque ridicules, notamment avec l'introduction de Stepan Arkévitch, pardonnez-moi, Karénine, qui est pour moi le stéréotype de la personne qui veut paraître plus qu'être. Et à travers toutes ces descriptions fournies, tant en lumière qu'en son, en images et en texture, il nous dresse un portrait presque peint de la Russie du XIXe siècle que l'on voudrait explorer, mais ici, vous n'aurez pas besoin d'une machine à remonter le temps. Bien que le roman puisse être défini comme contemplatif par certains, je trouve que chaque scène trouve son sens et nous permet d'avancer d'un pas supplémentaire dans l'histoire. Et c'est une prouesse quand on sait que ce roman a été publié en feuilleton et donc qu'il n'était pas possible pour Tolstoï de l'éditer. Si les thèmes de l'apparence, de la quête de soi et de l'amour vous intéressent, lisez ce livre. Et s'il ne vous intéresse pas, lisez-le quand même parce que c'est une pépite. Et si vous ne l'aimez pas, désolé pour vous. Le seul conseil que je vous donne, et c'est celui qui m'a le plus aidé dans cette lecture, c'est de faire de chaque personnage un ami et de prendre son histoire sans jugement et seulement en l'accompagnant du mieux que l'on peut. Comment faire une recommandation de classique sans parler de Victor Hugo ? Et ici, je vous propose Notre-Dame de Paris. Le décor est simple. Paris, 15e siècle, et la cathédrale de Notre-Dame. Chez Hugo, nous avons souvent 2 intrigues. D'abord, celle du lieu ou de l'époque. Ici, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le livre lui offre des odes via des descriptions bien léchées, comprenez longues et parfois ennuyantes, que vous pourrez, je pense, écouter en livre audio afin de pouvoir mieux les apprécier ou en tout cas réussir à les traverser pour ne pas vous ôter le plaisir de découvrir l'autre intrigue, celle de 5 personnages. D'abord, Esmeralda. Si vous avez vu le dessin animé Disney, vous connaissez ces personnages et notamment la belle bohémienne qui attire les
cœurs et les passions de beaucoup d'hommes de cette capitale. Quasimodo, ou le bossu difforme, est bien plus impressionnant dans le livre que dans le dessin animé. Abandonné de tous, même de sa mère, seul l'archiduc lui prête un peu d'attention et décide de l'élever. Cet homme d'église est appelé Frollo et il est le prêtre de l'église au sein de Notre-Dame. C'est un homme très intelligent, mais il se bat contre ses passions de chair auxquelles il essaye de résister et c'est un grand combat qu'il mène. Nous avons également Phébus ou Phoebus, le prince charmant, si l'on peut dire, un aristocrate très beau mais très superficiel, l'équivalent de charmant dans Shrek. Et enfin, la folle de la cage. Cette personne m'a énormément intriguée tout au cours de la lecture et je pense qu'elle est l'élément central pour lier tous ces personnages. Comme toujours, Hugo utilise ces mots pour dénoncer les injustices sociales. Ici, le rejet des gens qui ont des difformités et la folie des passions dont il n'est pas exempt quand on connaît son histoire personnelle. C'est une tragédie qu'il faut absolument lire et dont l'image de fin ne cesse de m'habiter depuis que j'ai refermé ces pages il y a 2 ans. Après la Russie et la France, rapprochons-nous de l'Équateur avec un roman de l'Inde contemporaine, Le ministère du bonheur suprême d'Arundhati Roy. Cette fiction historique entrelace les destins de 2 personnages. C'est intéressant. D'abord, celui d'Aftab, un enfant intersexe né dans une famille musulmane à Delhi. Rejeté, il va devenir ce que l'on appelle un hijraz, qui est un peu l'équivalent d'un transgenre, et finir dans un bordel, qui est une expérience assez douloureuse. Son parcours est celui de la création d'un lieu presque onirique, entre morts, vivants, cimetières et villes, où il accueille les marginaux et fait de la place à ceux qui n'en ont pas. Son destin est croisé avec celui de Tilo, une femme indépendante et forte qui a connu plusieurs histoires d'amour, et notamment avec un indépendantiste cachemiri. Et là, le livre prend sa profondeur historique puisque ce Cachemiri est à la tête d'un mouvement révolutionnaire et toute l'histoire va se passer sur fond de guerre d'indépendance. Le récit a une structure fragmentée qui brasse à la fois violence politique, violence guerrière et fratricide, frontière entre la vie et la mort, amour et résilience. C'est un roman qui vous traversera et vous laissera des scènes presque rêvées en tête et auxquelles vous aurez envie de retourner encore et encore. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ces lectures vous raviront. Si vous les avez déjà lues ou que vous me conseillez d'autres choses dans la même veine, je suis preneuse. On se retrouve en commentaire et je vous dis bye bye!